Europe 16h-18h, 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Dans la famille Bonaparte, je demande Pauline. Pauline Bonaparte, que son frère, un certain Napoléon, surnommait la petite païenne. Un frère qu'il a éclipsé, l'histoire qu'il a oubliée. Stéphane Bern lui redonne vie et nous raconte Pauline Bonaparte cet après-midi. Nous voilà sous le soleil méditerranéen d'Antibes où le clan Bonaparte vient d'élire domicile, alors que le fils prodige, Napoléon, est pris par son poste de général en chef d'Italie. Madame Mère, elle, est très occupée. Au château de Salé où elle réside, elle est entourée de 3 jeunes filles qu'il lui faut absolument marier. Alors, dans son salon, c'est un balai incessant de soupirants qui n'ont Dieu que pour sa cadette, la belle Pauline. Notre héroïne vit bientôt sa première idylle. L'heureux élu est un journaliste, Stanislas Fréron, 25 ans de plus que Pauline. Mais attention, l'ombre du grand frère protecteur n'est jamais loin. Napoléon aime bien ce Fréron. Il est riche, c'est un point essentiel. Oui, mais voilà, alors qu'il est prêt à marier sa sœur, le futur empereur apprend avec stupeur qu'on lui a menti. À Paris, Fréron s'affiche avec une autre femme enceinte de leur 3e enfant. En plus de ça, il aurait transmis la syphilis à la jeune Pauline. Oh non. Pas de ça pour la petite sœur préférée de Napoléon. Oui, c'est son surnom. Il le jure, lui vivant, Pauline ne reverra plus jamais cette canaille de Fréron. Et qu'elle sèche ses larmes. Un époux respectable lui a été trouvé. Pauline épousera donc le général Leclerc, l'un des hommes de confiance de son frère. 9 mois plus tard, ou presque, car né aux roses chez les Leclerc, Pauline a mis au monde un petit garçon prénommé Dermide. Et qui a choisi ce joli prénom ? Eh bien, c'est tonton Napoléon, bien sûr, qui est aussi le parrain de l'enfant. Mais cette vie tranquille de mère et d'épouse, c'est pas tellement la tasse de thé de Pauline. On raconte même qu'elle en échappe dans les bras de multiples amants. Sauf qu'il va falloir faire une croix sur ses passions interdites. Oui, pour servir les intérêts de son frère, Pauline doit dire adieu à sa vie parisienne. Elle est sommée de plier bagages pour suivre son mari envoyé en expédition à Saint-Domingue. Là-bas, il est chargé de mater la révolte conduite par Toussaint Louverture, un ancien esclave devenu un général un peu trop ambitieux pour Napoléon. Cette transatlantique est absolument épouvantable pour Pauline. À bord du vaisseau amiral, on est bien loin du confort de l'hôtel particulier de la rue de Courcelles. Mais une fois le pied sur la terre ferme, elle voit bien que sa galère ne fait que débuter. L'île merveilleuse est à feu et à sang. Impossible donc de lézarder à l'ombre des cocotiers. Désespérée au milieu des ruines fumantes de Port-au-Prince, elle reçoit ces mots de la part de son frère. « Songez que les fatigues, les peines ne sont rien quand on les partage avec son mari et que l'on est utile à sa patrie. » Si Napoléon voulait réconforter sa sœur, c'est raté. D'autant que la tragédie l'attend au tournant. Une épidémie de fièvre jaune sévit sur l'île et décime une bonne partie des troupes. Le pauvre Leclerc, qui n'a jamais supporté la chaleur, ne fait pas long feu et trépasse à son tour. Voilà Pauline en veuve éplorée, qui n'a plus qu'à faire demi-tour pour regagner le continent. Mais Pauline est si belle, si jeune. C'est une véritable arme diplomatique pour son frère, le premier consul. Ce serait un gâchis que de la laisser veuve. Alors Napoléon cherche à nouer de nouvelles alliances prestigieuses. Et en quelques semaines, voilà que Pauline est remariée à Camille Borghese, le prince héritier de l'une des familles les plus illustres de Rome. Pas peu fier d'avoir épousé cette beauté sans pareil, le prince Borghese s'amuse à narguer les anciens prétendants de sa belle. D'ailleurs, il faudrait immortaliser la grâce de Pauline pour que l'histoire retienne qu'elle était sa femme. Alors Camille fait appel à Antonio Canova, l'un des artistes les plus en vogue à l'époque. Le sculpteur vénitien a pour mission de reproduire à la perfection les traits fins de la princesse. Il propose donc à son modèle de la représenter en Diane, la déesse de la chasse. La future Diane lui rit au nez. Pauline maniant l'arc et la flèche, oh, c'est bien mal la connaître. Non, cette amoureuse se rêve en Vénus. C'est ainsi que Canova devra la glorifier. Mais lorsqu'on lève enfin le voile sur cette statue de marbre blanc, la bonne société romaine crie au scandale, car le sculpteur ne s'est pas contenté de tailler un simple buste. Non, il s'est appliqué à modeler un corps entier, langoureusement étendu sur un lit et, j'ai oublié de vous le dire, à demi nu. Je l'avais deviné, Stéphane. Mais enfin, cette pauvre lascive et cette poitrine apparente, est-ce bien approprié pour une femme du rang de Pauline ? La princesse a-t-elle vraiment osé poser dans le plus simple appareil ? La question torture les esprits des années durant.
sans que jamais la réponse ne soit connue. Il semblerait que l'artiste et sa muse aient emporté le secret dans leur tombe, ce qui n'empêche pas Talleyrand, l'infatigable ministre qui servit tous les régimes, de distiller une petite anecdote à ce sujet. Après avoir admiré l'objet du scandale, Talleyrand, très inquiet pour la santé de la princesse, ne peut s'empêcher d'interroger Pauline. Comment a-t-elle pu poser de longues heures en tenue d'Ève dans le froid de l'atelier ? Réponse de l'intéressé: oh, il y avait du feu dans la cheminée. Et déduction du diable boiteux, elle était bel et bien nue. Malgré ces éclats savoureux, la vie n'est pas tendre avec Pauline. Son fils, le jeune Dermide, est emporté par une fièvre. Quelques semaines plus tard, elle doit faire bonne figure à Notre-Dame de Paris et porter l'immense traîne de Joséphine, alors que Napoléon revêt enfin la couronne qu'il a tant convoitée. Dans sa robe de soie blanche à manches courtes, la pauvre est transie de froid. Rappelons que nous sommes le 2 décembre. À nouveau, la douleur de la jeune mère passe après les ambitions mégalo de son grand frère. Mais la consolation vient avec les histoires d'amour. Son Altesse impériale, Pauline, a peu d'affinité avec son mari, Camille. Mais elle enchaîne les passions charnelles avec Auguste de Forbin, qui devient son chambellan, puis avec Félix, le séduisant maître de musique et de chant. Grâce à lui, les vocalises en tout genre envahissent la maison. Puis c'est le coup de foudre avec Jules de Canouville, un jeune officier de 22 ans, qui finit malheureusement la tête arrachée par un boulet de canon. Mais le vrai grand amour de Pauline, n'est-ce pas plutôt son frère, Napoléon ? Elle est la seule de la fratrie qui l'accompagne jusque dans la défaite, la seule qui rend visite à l'empereur déchu lors de son exil sur l'île d'Elbe. Pauline Bonaparte, esprit libre et indépendant, ne fut fidèle qu'à un homme, son frère Napoléon, premier du nom.